Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Beauty and Brand, votre émission qui met en lumière les jeunes talents africains. Aujourd'hui, nous parlons de technologie, d'innovation et d'intelligence artificielle. Pour ce faire, nous sommes avec Marie-Emmanuelle. Bonjour Marie-Emmanuelle. Bonjour Abiba. Merci d'être avec nous. Merci à toi de me recevoir. Donc, je rappelle qu'à l'état civil, c'est Yoman Patricia Marie-Emmanuelle. C'est ça. Vous êtes ancienne Miss 2.0, également animatrice sur une radio de la place. Et on va dire chef projet à Data 354. Oui. Tout de suite, j'ai envie de demander, c'est quoi Data 354? Alors, Data 354, c'est un cabinet de consulting qui s'est spécialisé dans la gestion des données, donc pour des entreprises, pour des particuliers, et qui mène également des projets innovants pour la société en Côte d'Ivoire. D'accord. Et vous intervenez dans quel domaine? Alors, tout ce qui est data intelligence, data science, big data, on parle d'intelligence artificielle, de structuration et d'infrastructure de données, créer des systèmes d'exploitation de données qui sont sur mesure pour nos clients. Voilà. Donc, on va dire, vous êtes une entreprise africaine. C'est ça. Data 354 a plusieurs sièges ou bien c'est seulement à Abidjan que vous êtes situé? Alors, pour l'instant, c'est Abidjan. Mais on espère, dans les années à venir, s'étendre à d'autres pays d'Afrique. Et voilà. D'accord. Et pourquoi le nom Data 354? Alors, data pour données. Et le 354, c'est une couverture, donc 360 degrés pour les 54 pays d'Afrique. Donc, exploiter au mieux vos données, créer les meilleurs systèmes pour gérer les données de nos clients. D'accord. Et votre poste de chef projet à Data 354, en quoi ça consiste réellement? Alors, pour ma part, donc je ne suis pas la seule, mais pour ma part, c'est de travailler sur des projets qui sont à la fois, qui utilisent à la fois la technologie, mais aussi le social pour créer des solutions innovantes sur des problèmes donnés. Ça peut concerner l'environnement, ça peut concerner la santé. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est avant-gardiste et qui me tient à cœur. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, avec cette fracture numérique, cette quatrième révolution numérique dans laquelle nous entrons, Data 354 peut accompagner la société civile, les ONG, pour créer des solutions durables. D'accord. Donc, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes animatrice dans une matinale d'une radio de la place et également chef projet à Data 354. Est-ce que c'est deux professions qui sont complémentaires ou bien comment vous arrivez à gérer les deux? Alors, je dirais qu'elles sont complémentaires en un point, c'est les contacts que tu te fais et le monde que tu rencontres. Parce que tu ne sais jamais à quel moment est-ce qu'une personne pourrait être intéressée ou apporter une plus-value dans ce que tu fais. Et le fait d'être animatrice aussi me permet de développer certains skills que je peux utiliser. Donc, c'est un échange en fait de, je dirais, de compétences, de skills dans les deux côtés. Et en même temps, ça me permet de rencontrer des gens et c'est complémentaire en fait. Voilà. D'accord. Donc, sans transition aucune, nous passons à notre première rubrique dénommée Ma tête, elle est pleine. Ma tête, elle est pleine. Il s'agira donc de revenir sur 5 années marquantes de votre vie, que ce soit professionnelle, universitaire ou personnelle. Donc, on débute avec 2017, vos premiers pas dans le bénévolat. J'ai envie de dire d'où vient le déclic? Alors, je me rappelle que cette année-là, c'était une année assez compliquée pour moi, juste après l'obtention de mon bac en 2016. Donc, j'étais dans mes démarches, je cherchais mon université. Et en attendant, j'étais là, tous mes amis étaient partis. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais de mon temps? Et un matin, j'ai eu l'idée de me dire, bon, à ce moment-là, si je me sens un peu bizarre, peut-être une dépression, comment est-ce que les autres dehors se sentent? Est-ce que je suis la seule à penser à ça? Parce que ce n'était pas très commun à l'époque de parler de santé mentale, de dépression et toutes ces choses-là. Donc, j'étais curieuse. Je cherchais une ONG où je pouvais être bénévole et je suis tombée sur une ONG de la place à l'époque qui s'occupait de la réinsertion des enfants de la rue. Et je crois que cette expérience en particulier m'a vraiment ouvert les yeux sur les réalités de ce problème en Côte d'Ivoire. Voilà. Et tout autre problème lié à l'alcoolisme, lié à l'utilisation de drogue, lié même au fait de ne pas pouvoir être scolarisé ou le fait d'être scolarisé et tout d'un coup de ne plus pouvoir retourner à l'école pour X et Y raison. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Une belle expérience. Donc, on encourage tout le monde à faire du bénévolat. Donc, 2018, participation au concours Voix des Jeunes.
En quoi consiste ce concours? Alors, c'est un concours qui a été lancé par Social Change Factory, qui sont également présents au Sénégal. Et donc, c'était, je crois, la première édition, je ne sais plus trop, en Côte d'Ivoire. Et chaque université, dans chaque grande ville, donc Kouroubo, Bouaké, était représentée. Donc, moi, c'était l'université américaine de Grand-Bassam avec 2 autres étudiants. Donc, nous représentions l'université lors de ce concours et nous devions travailler sur une question très épineuse. Ça a été celle des violences en milieu familial, beaucoup plus complexe du coup que les violences en milieu scolaire. Et à l'époque, effectivement, il n'y avait pas de cadre légal qui protégeait en tant que tel les enfants. Et il fallait aller dans des milieux assez précaires, on va dire, pour pouvoir mener à bien ce projet. C'était très difficile. Je dois dire que c'est la première fois que je me suis confrontée à de telles difficultés. Et même, je dois dire, un premier échec, parce que ça ne s'est pas très bien terminé. Et ça m'a permis de me remettre en question aussi par rapport à ce que je voulais faire et par rapport aux réalités, en fait, de ces questions. Voilà. D'accord. Et quand on parlait d'échec, c'était par rapport au concours, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sorti, on va dire, gagnante du concours, ou peut-être l'approche même avec les personnes. Ok, c'est vrai qu'on n'a pas remporté le concours et que même ça en soi, ça peut être considéré comme un échec, mais c'est pas vraiment ça que j'ai considéré comme l'échec. Pour moi, l'échec, c'était à 2 niveaux. C'était au niveau de la solution qu'on voulait implémenter, donc la patience en fait qu'il nous fallait pour arriver à rentrer dans le quotidien de ces personnes-là. Le gap qu'il y avait en termes d'âge, donc nous des jeunes qui venons voir des tantis, des tontons, selon leur mode de fonctionnement et leur faire comprendre que frapper un enfant ou avoir tel ou tel comportement peut être nocif pour l'éducation, pour le bon épanouissement de l'enfant et viole ses droits. C'était vraiment très compliqué à l'époque et dans les délais en partie du concours, malheureusement, on n'a pas réussi à faire ce travail-là. En Afrique, on va dire que c'est quand même difficile de parler de certains sujets qui restent malheureusement tabous. On espère que les choses vont évoluer, franchement. Donc, on continue avec 2022, votre parcours à Miss 2.0. Vous pouvez nous dire un peu en quoi consiste le concours Miss 2.0? Alors, Miss 2.0 en 2022, c'était pour la 2e édition et c'est un concours qui permet à des jeunes filles de divers domaines de pouvoir faire connaître les projets qu'elles portent pour la communauté, pour aider leur communauté. Donc, ça peut être dans divers domaines, agriculture, technologie, tourisme et bien plus. Et je me rappelle que cette année-là, il fallait vraiment aussi avoir une présence numérique. Donc c'est vrai que je ne pense pas qu'à cette époque j'avais la plus grande présence numérique, mais j'aimais quand même faire part de ce que j'aimais en termes de thématiques sociales sur les réseaux sociaux. Donc je partageais des posts, du contenu. Et j'avais un projet que je portais en moi depuis l'époque du bénévolat qui touchait à l'éducation et à la santé mentale. Donc je me suis inscrite au concours et chemin faisant, Dieu a fait que j'ai pu être sélectionnée. Et merci beaucoup. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a des moments où je ne me sentais pas à ma place à ce moment. Pendant le concours. Parce qu'il fallait faire des votes. Et la veille du concours, je me rappelle que j'étais très basse dans les votes. Mais je ne me suis pas découragée. J'ai bossé ma solution et j'ai délivré ce que j'avais à délivrer. Et Dieu merci, ça a payé. Et puis voilà. Donc, vous finissez lauréate de l'édition 2021. Qu'est-ce que cela a changé dans votre vie? Énormément, énormément de choses, pour le meilleur comme pour le pire. On va dire que j'en parle rarement de cette période-là, mais c'était une période formatrice pour moi et c'était une période aussi qui m'a fait remettre beaucoup de choses en question. Par exemple, quand j'ai terminé, mon premier focus, c'était sur mon projet. Je me suis dit, bon, je suis motivée, je suis d'attaque, je n'ai pas le droit à l'erreur. Et cette pression de me dire, je n'ai pas le droit à l'erreur, ça a fait que je suis tombée encore dans une mini-dépression parce que mon entourage me faisait comprendre que bon, on a voté pour toi, les gens s'attendent à quelque chose de toi, pas seulement au niveau de tes projets. Ton projet, c'est peut-être par rapport à toi-même, par rapport aux personnes, aux membres du jury qui t'ont accordé la place, aux personnes qui t'ont écouté pendant que tu délivrais ta solution. Mais dans la vie au quotidien, les gens te voyaient dehors comme un sac plein d'argent. Tu n'étais là que pour distribuer de l'argent. Bon, c'est vrai que ça te drague à gauche, à droite, mais c'est jamais très sérieux. Mais j'ai vraiment senti les changements au niveau de mon entourage. Voilà, et je peux dire que bon, avec le temps, il y a des choses qui se sont arrangées, Dieu merci. Il y a des choses qui malheureusement ne seront plus pareilles. Mais ça m'a montré aussi l'envers du décor. Vous savez, parfois on ne comprend pas quand les personnes, les célébrités par exemple, réussissent et il y a beaucoup de problèmes. On a l'impression qu'elles ont plus de problèmes qu'avant qu'elles réussissent.
Alors pour moi, je ne vois pas ça forcément comme une grande réussite. Pour moi, c'est un pas en avant. Là, j'ai réalisé déjà que c'est pas forcément toi qui change, mais c'est la perception que les gens ont de toi qui change et qui peut poser problème. Voilà. Tu as très bien dit. Dans votre réponse, vous avez parlé de dépression. Oui. Je vois dépression, santé mentale, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Et vous avez dit que vous avez eu une période quand même de dépression. On va dire en Côte d'Ivoire, généralement même en Afrique, c'est un sujet aussi qui est tabou, dont les gens se disent c'est des choses de blanc, ça n'arrive pas ici, toi tu as assez de problèmes, enfin tu n'as pas assez de problèmes, c'est pour ça que tu penses que tu vis une dépression et tout. J'ai envie de dire comment vous pensez qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'il y a vraiment des solutions pour s'en sortir de la dépression? Oui, il y a plusieurs solutions. Moi, ce qui a fonctionné pour moi déjà, c'est admettre qu'il y avait un problème. Et le premier obstacle quand on souffre de dépression, c'est que on se renferme. On a tendance à se renfermer. Et malheureusement, on est dans une société qui n'est pas préparée à accueillir les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale. Donc c'est vrai qu'en 2024, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les progrès en termes de médecine, c'est plus simple à expliquer, mais encore, il y a un gros travail d'éducation à faire. Donc, quand ton entourage ou les personnes qui sont au premier système de soutien négligent ou méconnaissent certains penchants, certaines choses autour de ce que tu vis, c'est compliqué. Donc, déjà, voir un professionnel. Si ce n'est pas possible dans le pays dans lequel on vit, en ligne, c'est possible. Tu mets un peu d'argent de côté, tu essaies de te trouver un psychologue. Bon, aujourd'hui, on a des associations de psychologues présents sur le sol ivoirien qui épaulent les populations, les jeunes. Donc, aller vers elles, aller dans ces groupes-là, essayer de chercher le plus d'aide possible. Et chercher le plus d'aide possible, ça ne veut pas forcément dire raconter à tout le monde ce que tu vis. Voilà, je pense qu'il faut aussi savoir garder, faire la part des choses, garder un peu de l'aspect privé des choses, mais il faut en parler. Voilà. Parce qu'on a forcément des proches pour qui on a confiance. Voilà. Et je pense que les proches aussi ont leur part, c'est-à-dire il ne faut pas voir tout en ironie, parce que généralement quand une personne souffre déjà de dépression, venir en parler, c'est, je vais dire, honteux pour certains. Donc si en face on n'a pas un certain soutien, c'est vrai qu'on s'enferme encore. Donc la dépression est réelle. Prenez soin de vous, mais prenez soin aussi des gens autour de vous. Nous allons passer à la deuxième rubrique de notre émission, dénommée 5 sur 5. Il s'agit de revenir sur 5 préjugés liés à, cette fois-ci, à l'intelligence artificielle. Donc, vous allez juste nous dire s'il y a des vérités ou si ça reste juste des contre-vérités. D'accord. Donc, on commence avec le premier préjugé. L'intelligence artificielle va remplacer les emplois. Alors, il faut mettre de la nuance dans ça. Nous ne sommes pas encore à un stade où l'intelligence artificielle va remplacer tous les métiers qui existent. C'est vrai qu'avec les progrès numériques et de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de métiers qui seront bientôt obsolètes. Mais j'ai envie de dire, c'est déjà le cas dans plusieurs pays en Occident, par exemple. Ici, par exemple, nous avons des caissières. Mais dans beaucoup de supermarchés en Occident et même dans certains pays d'Afrique, ce n'est pas les caissières que vous allez retrouver. Vous aurez des machines qui vous permettent de scanner vos produits, de payer et ensuite de passer à la suite. Donc oui, certains métiers vont disparaître, mais je dirais que ce sont des métiers qui soit sont facilement remplaçables, soit il s'agit plutôt d'apprendre à travailler avec l'intelligence artificielle. Donc on est très loin de la science-fiction. Voilà, même si je pense que d'ici 10 à 15 ans, les progrès en termes d'intelligence artificielle seront tellement fulgurants que même en médecine, même en droit, parce que c'est déjà le cas, ça commence en droit, on aura énormément de progrès. Je pense qu'il faut voir l'intelligence artificielle comme un compagnon de tous les jours, ne pas le laisser nous dépasser, mais travailler avec. Voilà. Donc l'IA est dotée d'une intelligence émotionnelle. Faux. Alors, l'IA n'est pas dotée d'émotions parce que l'IA se nourrit de données que l'homme lui-même a réussi à rassembler. C'est nous qui nourrissons ces intelligences artificielles. Donc non, elles ne peuvent pas comprendre les émotions, encore moins en ressentir, mais elles peuvent avoir une idée pour nous guider sur la voie. Par exemple, mieux nous comprendre.
Une IA, par exemple, qui s'occupe de santé mentale, ne pourra jamais remplacer un psychologue, ou ne pourra jamais vous dire ce que vous ressentez, faire de diagnostic. Là, on rentre dans quelque chose qui n'est pas très éthique et qui n'est pas encore possible. Donc, n'oublions pas que ça reste des intelligences artificielles, donc qui se nourrissent de bases de données, qui intègrent énormément de données, qui ont des agents intelligents qui leur permettent de fonctionner. Voilà. Et troisième préjugé, l'intelligence artificielle est supérieure à l'intelligence humaine. Alors, supérieure, je ne dirais pas ça, parce qu'encore une fois, c'est l'homme qui nourrit ces intelligences-là. Mais disons que les algorithmes développés aujourd'hui permettent à cette intelligence artificielle-là de faire un travail de synthèse à une vitesse que l'homme ne pourrait peut-être pas faire. Si ça vous prendrait par exemple 3 mois, 5 mois, 6 mois pour rédiger votre mémoire, avec l'aide de l'intelligence artificielle, ça irait plus vite. Parce que l'intelligence artificielle, les prompts sont faits de sorte à ce que lorsqu'elle vous répond, c'est énormément de données qu'elle a emmagasinées qui lui permettent de synthétiser et de vous donner une réponse. Voilà. L'intelligence artificielle présente un risque existentiel, extinction même de l'espèce humaine. Non, alors on va pas aller dans l'extinction, mais effectivement, si on ne fait pas attention, le cadre éthique pose énormément de problèmes. Problèmes pour les devoirs, pour les mémoires, même pour des examens, même au niveau médical, il y a certaines choses qu'on n'a pas encore encadrées, en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire, en entreprise, pareil. Quelles sont les limites de son utilisation? Parce qu'on est capable de faire énormément de choses. Je peux aujourd'hui vous sortir toute une présentation, un rendu, et ne pas l'avoir vraiment fait et mettre reposer peut-être à 90% sur l'intelligence artificielle. Bon, aujourd'hui, il y a des détecteurs d'IA qui sont performants et qui permettent de reconnaître tout de suite si un devoir ou un rapport a été fait grâce à l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, cinquième et dernier préjugé, l'IA est une solution miracle. Elle peut résoudre des problèmes de santé, d'environnement et même d'économie. Alors, à cette question, je vais dire oui. Je pense que lorsque l'IA est bien utilisée, il y a des chercheurs qui ont essayé à combiner, elle peut mener à des progrès. Voilà, donc ça revient à cette idée de apprendre à travailler avec plutôt que d'en avoir peur. Donc, est-ce que l'IA est un outil très puissant qui nous permettrait d'atteindre l'innovation dans tous ces secteurs que vous avez cités? Oui, absolument. Et je pense que les années à venir nous montreront tout ça. Mais est-ce que aussi cette peur de l'IA vient pas aussi avec la désinformation, notamment que beaucoup de personnes utilisent l'IA pour, on va dire, véhiculer de fake news sur les réseaux sociaux. Et finalement, on se rend compte que la culture numérique en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'elle existe, mais elle n'est pas non plus majoritaire. Donc, certaines personnes ont du mal, et c'est tellement bien fait souvent, certaines personnes ont du mal à se dire que cette information est fausse. Donc, on va dire que l'IA a quand même, on va dire, il faut, comme tu as dit, d'utiliser avec beaucoup de... Avec parcimonie. Voilà. Alors, j'ai envie de dire que ça va être pire, pas que ça risque d'être pire, ça va être pire parce que déjà, sans l'IA, on avait du mal à sensibiliser efficacement sur les fake news, surtout en Afrique ou en Côte d'Ivoire, dans les dynamiques politiques. C'est très facile aujourd'hui avec l'intelligence artificielle de faire une vidéo, de créer une vidéo où on a peut-être un leader politique qui dit des choses qu'il n'a jamais vraiment dites. Essayer de créer des fake news et de faire en sorte qu'elles soient de plus en plus, comme disent les Anglais, believable, donc les gens y croient. Je pense que si on ne redouble pas de vigilance et d'ingéniosité dans la sensibilisation qu'on fait, ça risque de poser problème. Et pas seulement en termes d'élection, mais même dans la vie de tous les jours, en termes d'harcèlement scolaire, harcèlement au travail, lorsque par exemple des personnes mal intentionnées essaient d'extorquer de l'argent, essaient d'extorquer des informations, où ça risque d'être pire et il faut qu'on reste vigilant et que par exemple la police de la cybercriminalité puisse se pencher sur ce cas-là, si ce n'est pas déjà fait, pour sensibiliser le maximum de personnes et même toutes nos institutions aussi être à pied d'œuvre pour freiner en fait tout ça, parce qu'on est dans quelque chose qui n'est pas encadré encore une fois de manière éthique, même au niveau de la loi. Même s'il y a des gens qui travaillent, qui sont spécialisés dans ça, donc tout ce qui est loi et technologie, il faut vraiment faire un gros travail là-dessus. Franchement, on espère qu'ils vont le faire parce que franchement, on voit vraiment assez de photos et de vidéos. Ça dit que souvent je regarde, je me dis non, mais ça ne peut pas être possible. Après, c'est tellement réel que c'est dur de croire que ce n'est pas.
L'intelligence artificielle n'étant pas supérieure à celle de l'intelligence humaine, nous allons terminer notre entrevue par une phase de jeu faisant appel à l'intellect pour démontrer cela. Ok. C'est bon pour vous? C'est bon. Pour le jeu, situation soyez. Pour Marie-Emmanuelle, vous allez nous raconter une mésaventure que vous avez vécue. Voilà. Alors, vestimentaire, c'est ce qui me vient à l'esprit tout de suite. J'étais à un mariage et je me rappellerai de ça toute ma vie. Je ne savais pas, en fait, il y avait un trou au niveau des fesses, du dos. Ça commençait à craquer. Et donc, on voyait à peu près ma depuis la maison. Et non, mais apparemment, ça s'est passé, je ne sais pas dire à quel moment, mais pendant la cérémonie, ça se voyait, mais moi, je n'étais pas au courant. Donc, c'est peut-être 2 heures après qu'une dame est venue. Elle m'a même pas dit bonjour ni bonsoir. Elle m'a attaché le pagne à la taille. J'étais tellement gênée parce qu'on était à la partie de l'église. Donc, c'est à l'église, on s'est levé lorsqu'on faisait les chants. Je me lève et je vois que je sens quelqu'un venir derrière moi et qui m'attache le pagne rapidement. Et elle me dit, ma chérie, me vois ton cœur. Pendant 2 heures. Non, j'étais gênée. Je pense qu'après ça, même, j'étais pas très bien pour la cérémonie. Je me dis, voilà, on peut pas sortir un jour et il n'y aura rien, quoi. Donc, du coup, tu as gardé le pagne. Je lui ai redonné son pagne après et j'ai essayé de changer, de fermer. J'avais une épingle dans mon sac, donc j'ai essayé de fermer. Mais même ça, j'étais gênée. Je me suis dit, et si les gens me regardent, ils vont dire que je suis pas bien habillée. D'accord, comme on le dit chez nous. Mais en tout cas, ça peut être avec une épingle. On ne sait jamais. Donc, malgré ces péripéties de la vie, il est important d'être optimiste et de voir la vie du bon côté. Marie-Emmanuelle reste une jeune femme optimiste, belle et cultivée. Eh bien, illustration dans ce prochain jeu, quiz beauté et culture. Ici, je vais vous poser des questions et je vais vous faire 3 propositions de réponses. Vous allez juste choisir la bonne réponse. D'accord. Donc, la première question, quelle est la devise de la célèbre marque cosmétique française L'Oréal? A, parce que je le vaux bien. B, je suis la plus belle. C, pourquoi vous le valez bien? Je vais aller avec la première réponse. Parce que je le vaux bien. Et c'est une bonne réponse. Donc, bravo. Merci. Deuxième question. De quel auteur est cette citation? La mode se démode, le style jamais. A, Coco Chanel. B, Dolce Gabbana. C, Prada. Je vais aller avec Dolce. Dolce. Malheureusement, non. Non, C'était plutôt Coco Chanel. La mode se démode, le style jamais. Le style jamais. Donc, une dernière question pour vous rattraper. Quel est le nom de la déesse grecque de l'amour et de la beauté? A, Aphrodite. B, Cupidon. C, bien-aimé. Aphrodite. Et oui, c'est une bonne réponse. Aphrodite est la déesse, est la déesse grecque de l'amour, de la beauté et de la passion. Elle représente la fertilité aussi. Elle est souvent représentée comme une figure d'une grande beauté, associée à l'amour, au romantisme et à la séduction. Donc, bravo Marie-Emmanuelle, vous obtenez quand même 2 sur 3. Ça va. Oui, ça va. On passe à notre dernier jeu qui fait appel à la mémoire. Il va donc falloir faire preuve de concentration. Donc, place à l'interview décalée. Le principe est simple. Quand je vous pose la première question, vous ne devez pas répondre. Mais lorsque vous poserez la deuxième question, il faudra donner la réponse à la première question. D'accord. Donc, c'est bon? Et oui. On commence. Tu vis où? Le truc qui te dégoûte le plus? À Cocody. Quand tu étais petite, on t'appelait comment? Les gens qui parlent la bouche pleine en mangeant. Ton plat préféré? On m'appelait Manu. Ton animal préféré? La Cali sauce gombo. Il te fait penser à qui ton ex? Les chiens. Cite les membres du groupe One Direction. Une chose que j'aimerais éviter. Il y a combien d'habitants en Côte d'Ivoire? Aucun d'entre eux, je pense. Peut-être oui. Tu gagnes combien pour un mois? Alors, je crois qu'on est au moins 26 millions maintenant. Tu as quel âge? Alors, ça, c'est confidentiel. C'est quoi ton chiffre porte-bonheur? 25. Ta chanson préférée? Le 4. Un bruit que tu détestes? Je dirais
C'est du rap, hein. Je crois que c'est une chanson de Megan Thee Stallion en ce moment. Quelle est ta citation préférée? Ah, je crois que le bruit que je déteste le plus, c'est, vous savez, la scie. Le bruit de la scie. Oui, quand Voilà, on non, je ouais. supporte pas ça. Il y aura écrit quoi sur ta tombe? Ma citation préférée, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Simple et efficace. Donc, bravo Marie-Emmanuelle. Vous avez une excellente mémoire, on va dire. On était ravis d'être avec vous, Marie-Emmanuelle. Pareil pour moi. Donc, on rappelle que Marie-Emmanuelle est animatrice dans une radio de la place, je parle de publicité, et également chef projet à Data 354. Donc, on va vous demander quels sont vos projets à court ou à long terme. Alors, je sais qu'à court terme, j'aimerais déjà pouvoir explorer ma passion, surtout pour les médias. Donc, pour moi, l'animation, c'est un premier pas. Je travaille également sur mes propres productions actuellement. Et dans un second temps, je veux continuer à concevoir ou à travailler sur des projets à impact. Que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire ou ailleurs, je veux vraiment que chaque projet que je mène puisse avoir une plus-value. Donc, si ça doit continuer en termes de technologie, ce sera le cas. Si ça doit prendre une autre forme, c'est ce que j'essaie de découvrir à long terme. Voilà. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance pour la suite de vos projets. Merci à toi, Marie-Emmanuelle, d'être passée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit rendez-vous mardi prochain pour une autre édition de Beauty & Brand. Merci.